Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et ce soir, je vous promets que nous allons devenir zen. À l'occasion des 20 ans, bel anniversaire en tout cas, du monastère zen de Weiterswiller, nous recevons ce soir Kanki Otanié. Elle est nonne bouddhiste. Vera Boziak est son invité, le fondateur. Adrien Collot nous présentera le Nius que vous découvrirez à l'antenne. Delphine Despizer, elle, va s'adonner aux jeux de rôle. Et on terminera cette édition par le magazine En route pour le COS, consacré aux travaux, aux déviations et signalisations qui sont actuellement en cours sur les routes alsaciennes. Avant cela, c'est le JT, Anna Britz. Bonsoir à tous. Et dans l'actualité, ce soir, qui dit jour férié, pont et week-end prolongé, dit week-end rouge sur les routes et dit aussi hausse des accidents. Alors la gendarmerie et la police mènent des actions de sensibilisation dans tout le Bas-Rhin. À Souls, l'entreprise Moller fête ses 100 ans. La PME alsacienne est spécialiste des produits de finition pour le bois, les métaux ou encore le PVC, récit d'une histoire familiale et alsacienne. Et puis, si vous profitiez de ce week-end prolongé pour découvrir la nouvelle exposition du musée alsacien Babelstube ou pour faire le plein de musique à Haguenau avec l'humour des notes, ce sont nos deux conseils sortis du week-end. Attention donc, si vous devez prendre la route demain, jeudi, de l'Ascension, toute la France sera en rouge selon Bison Futé. Idem dimanche pour les retours. Un week-end prolongé, comme toujours synonyme d'accident de la route en hausse. Alors la gendarmerie du Bas-Rhin mène des opérations de contrôle de grande ampleur dans plusieurs secteurs du département, comme ici à Saverne. Nous avons mis en place environ une vingtaine de contrôles dans le Bas-Rhin, où nos forces de l'ordre contrôlent les conducteurs en matière de vitesse, en matière d'inattention, en matière d'alcoolémie et également en matière de sécurité passive des véhicules. L'objectif fondamental de ce dispositif, c'est de rappeler que la vitesse excessive, même sur des excès mineurs, est présente dans le tiers des accidents mortels, que l'alcoolémie est présente dans pas loin de 20% des accidents mortels, que le non-respect des priorités est présent dans 16% des accidents mortels. L'idée, c'est de dire que les règles, elles permettent de protéger soi-même, les autres conducteurs, et que les respecter, c'est protéger la vie. Des propos recueillis par Romain Hirt. À noter que la mortalité est en hausse dans le Bas-Rhin en ce début d'année. On dénombre déjà 17 accidents mortels contre 14 l'an dernier à la même période. Et ce matin, un jeune homme de 20 ans a été renversé à Bischheim alors qu'il marchait sur un trottoir. Son pronostic vital est engagé et l'automobiliste qui l'a percuté était ivre au moment de l'accident. Une entreprise familiale alsacienne fête ses 100 ans cette année. Vous la connaissez peut-être, il s'agit de la société Moller. Elle conçoit, fabrique et distribue des produits de protection et de décoration, notamment pour le bois. Marine Zis a poussé les portes de l'entreprise à Soultz pour en savoir plus sur son histoire. Il y a 100 ans, ce n'est pas dans cet atelier à Soultz que les premiers produits de l'entreprise ont été créés, mais à quelques dizaines de kilomètres d'ici, à Gebsheim. C'est le grand-père de Daniel Moller qui avait lancé la marque en 1919 avec la fabrication de shampoings, mais aussi de teintures pour tissus et de colle ménagère. Le fils puis le petit-fils de la famille Moller se sont ensuite spécialisés au fur et à mesure dans l'élaboration de produits de protection et de décoration pour le bois. Les matières premières, déjà, ont fortement évolué. La recherche, aujourd'hui, il y a 3 ingénieurs à temps plein qui travaillent donc, pour tout ce qui est recherche. Les méthodologies aussi de fabrication. On va dire que pendant 50 ans, on a dit le bois n'aime pas l'eau. Et aujourd'hui, on dit mais mets des produits à l'eau sur le bois. Donc on a vraiment une nouvelle chimie verte qui s'est mise en place. 100 ans plus tard, quelques milliers de pots sortent chaque jour de l'atelier de production et sont livrés dans tout le pays, mais aussi en Belgique et en Allemagne. Dans les mêmes locaux, à l'étage du dessus, changement d'ambiance. C'est dans ce laboratoire que sont conçus, mais aussi testés, les différents produits. Il y en a environ 80 au total. Et à l'occasion du centenaire de la société, d'autres ont été commercialisés sous une nouvelle marque, 1919 by Moller, à destination cette fois des particuliers. Donc on est sur des produits de qualité professionnelle
et des produits qui sont soit à l'eau, soit biosourcés, soit biodégradables. Quand on dit biosourcé, ça veut dire qu'on fait ses courses dans la nature plutôt que dans la pétrochimie. On va avoir des matières premières qui vont être naturelles. On s'est adressé aux particuliers et pour s'adresser aux particuliers, on est vraiment sur une facilité de compréhension de nos produits. C'est passé par retravailler tous les modes d'emploi comme si c'était des recettes de cuisine et une facilité d'application de nos produits. La famille Moller ne compte pas s'arrêter là. Qui sait, elle fêtera peut-être son bicentenaire en 2119. En attendant, l'entreprise va pousser les murs de son local dans les prochains mois afin d'agrandir son atelier de production. Depuis 1 an, la cigarette est bannie des parcs strasbourgeois, une mesure qui divise et qui a tendance à s'oublier. Face à l'application partielle de cette règle, la mairie de Strasbourg, soutenue par l'Agence régionale de santé, a mis en place un dispositif assez particulier. Des étudiants en pharmacie font office de médiateurs dans les parcs. Romain Hirt est allé à leur rencontre, ça se passait ce matin au parc de l'Orangerie. Il est apparu au printemps dans les parcs strasbourgeois. Pas d'arbre ou de bourgeon, mais un panneau lourd de sens. Une piqûre de rappel pour les fumeurs, la cigarette n'est plus la bienvenue dans les espaces verts strasbourgeois. Malgré tout, elle est toujours là, en particulier en cette période ensoleillée. Alors pour sensibiliser les récalcitrants, des étudiants en pharmacie se transforment pendant quelques semaines en médiateurs anti-tabac. Bonjour. Bonjour. Justement, on est là dans le cadre de la création de parcs sans tabac et on est là justement pour avoir le ressenti des gens par rapport à cette mesure. Une initiative utile selon les participants. Que ce soit des fumeurs ou des non-fumeurs, on a eu beaucoup de personnes qui étaient pour cette mesure. Évidemment, il y a des personnes qui sont contre cette mesure d'un point de vue de la liberté. On est à l'air libre, donc on ne voit pas où est le problème de fumer. Et justement, on est là aussi pour ça. C'est donc pour ces personnes, pour leur expliquer qu'on est là pour dénormaliser le tabac, donc pour dissocier cette idée tabac-loisir. Privilégier la pédagogie plutôt que la sanction, c'est l'ambition de ces médiateurs. Pour les spécialistes, la méthode douce permet de sensibiliser plus efficacement et surtout de faire évoluer les mentalités. Cette action est aussi pour les fumeurs, pour bien sûr être dans l'aide au sevrage. On sait que c'est efficace d'expliquer, mais d'aller plus loin que l'explication. C'est-à-dire là, des étudiants en pharmacie, professionnels de santé, qui vont vers la population et qui échangent. On sait que cette rencontre, elle va permettre d'orienter vers des médecins. C'est une action de santé publique majeure et c'est pour ça qu'on s'implique, parce qu'on veut que notre population soit en bonne santé. Jeter un mégot dans la nature est passible d'une amende de 68 €, comme pour tout autre déchet. Une sanction encore peu appliquée, mais qui pourrait l'être dans les prochains mois si la situation n'évolue pas. La raison, le tabagisme est non seulement mauvais pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Lutter contre le tabac dans les parcs, c'est protéger la nappe phréatique, c'est protéger aussi les sols. Il y a là un enjeu environnemental majeur. Nous ne sommes pas en mesure de ramasser tous les mégots de cigarettes dans les parcs, contrairement à l'espace minéral public. Dénormaliser le tabac dans les parcs, c'est quelque part non seulement protéger la santé humaine, mais c'est aussi protéger notre bien commun qui est le sol et la nappe phréatique et l'environnement de manière générale. Un mégot de cigarette peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Lors d'une récente opération Place Kléber, plus de 70 000 mégots de cigarettes ont été ramassés en 1 heure. À Strasbourg, on peut le dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Demain, c'est donc jeudi de l'Ascension. Alors, que faire ce week-end si vous faites le pont ? Eh bien, vous pouvez par exemple prendre la direction de Haguenau, où se déroule la 28e édition du festival L'Humour des Notes. Depuis ce week-end, les rues de la ville se transforment en scène de théâtre ambulant. Cela dure jusqu'à dimanche. Fanny Kunz en a profité ce matin. Ce matin, le village des enfants du festival L'Humour des Notes est vide. Pas un enfant à l'horizon. Rien d'inquiétant pourtant, puisque toute la matinée est destinée à l'éveil musical sous le chapiteau. Objectif de cet atelier organisé par l'école de musique, découvrir les instruments en famille.
On les fait participer, les enfants, on fait participer les parents avec eux ce matin. Donc on les amène à se produire ensemble, chanter ensemble, jouer des instruments d'une manière très ludique. Mais c'est aussi surtout un moyen de toucher des enfants, des parents qui ne seraient peut-être pas forcément venus à l'école de musique et danse. Donc on leur fait découvrir certains instruments, on les fait chanter, participer avec leurs parents, on les met à contribution. Donc certains parents ont cette démarche aussi de venir accompagner leurs enfants pour jouer avec eux, du djembé, des instruments de percussion. Voilà, c'est une découverte familiale. Et l'humour des notes, c'est aussi montrer que le spectacle n'a pas lieu qu'au théâtre. Toute la semaine, le festival propose un grand nombre de spectacles gratuits. Dans la rue, concerts, art du cirque, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Ça amène autre chose, ça amène un petit grain de folie par moment, un petit grain de décalé, de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est quand même un festival qui a pris beaucoup d'ampleur depuis quelques années, qui fait partie des grands festivals de la région Grand Est. Et c'est une chance pour Haguenau, c'est surtout une volonté de la part de la ville de promouvoir les arts du spectacle pour le plus grand nombre. Le festival se déroule encore toute la semaine. Demain, un grand pique-nique animé par une fanfare sera organisé à midi au village des enfants. De nombreux spectacles gratuits seront aussi à découvrir dans les rues de Haguenau, ainsi que des apéros-concerts en soirée. Et une autre idée visite pour ce week-end, la nouvelle exposition du Musée alsacien de Strasbourg. Et elle vous emmènera bien au-delà des frontières régionales. Babelstube, c'est son nom, veut montrer la diversité de la culture alsacienne et surtout les apports extérieurs qui l'ont enrichi. Camille Roland. Des jarres au milieu du mobilier alsacien, des costumes péruviens qui côtoient les traditionnels costumes alsaciens, ou encore des têtes de mort mexicaines à côté d'un corbillard. De nombreux objets venus d'ailleurs se sont immiscés dans le musée alsacien. Dans cette exposition sur le thème de l'hospitalité, les visiteurs découvrent une culture régionale ouverte sur le monde. L'Alsace, c'est une terre d'immigration et d'émigration très ancienne. On l'oublie quelquefois un petit peu souvent. Nous sommes véritablement dans un espace de couloir, à la fois ce couloir rhéno-rhodanien, nord-sud, mais également un espace d'échange est-ouest. Et depuis toujours, pourrait-on dire, même si ce n'est pas une formule historiquement très consacrée, mais depuis toujours, des populations sont passées à travers l'Alsace, mais elles ont apporté une part de leur culture d'origine. À l'inverse, beaucoup d'Alsaciens sont partis de par le monde, en Afrique du Nord, aux États-Unis ou ailleurs, et ont aussi contribué à la diffusion de la culture alsacienne. Cette exposition participative a été conçue avec le Conseil des résidents étrangers de Strasbourg. Pendant 1 an et demi, des ateliers thématiques autour de regards croisés sur les cultures alsaciennes et du monde ont été organisés. L'idée, proposer une approche sensible plutôt que scientifique de la notion d'interculturalité. Nous avons plutôt souhaité mettre en avant les regards à la fois sur les objets de nos collections, mais également sur des objets apportés par les membres du Conseil des résidents étrangers ou qui ont fait l'objet de prêts et qui témoignent des différentes cultures de par le monde, de faire dialoguer ces objets à travers un regard, un vécu, une histoire. Et là, par exemple, nous avons le regard, le témoignage d'Hassen qui vient de Kabylie et qui a souhaité mettre en parallèle les jarraos kabyles, dont vous avez ici 2 exemplaires qui proviennent du musée du Quai Branly, avec un certain nombre d'objets de la culture alsacienne, des portes de ferme, des balais. L'exposition est composée de 8 sections, dédiées notamment à l'accueil, la fête, la cuisine ou encore les costumes. Une dernière section met en avant des objets du quotidien, racontés par des personnes venues d'ailleurs. Pour ces personnes récemment arrivées sur notre territoire depuis quelques mois et pour lesquelles la question de l'intégration se pose au quotidien, nous leur avons demandé de nous parler d'objets qui les avaient surpris, émus, interpellés lors de leur arrivée en Alsace. Et ces objets sont autant de moyens à la fois de redécouvrir
par le biais de leur regard, notre propre culture, mais c'est également pour eux l'occasion de se raconter. Babelstube, comme un écho à la diversité culturelle de la tour de Babel, mais aussi cette pièce traditionnelle où l'on reçoit et où l'on échange, de quoi battre en brèche l'image d'une culture alsacienne figée et imperméable. Une exposition qui est à découvrir jusqu'au 12 août prochain. Et puis, il y a un autre domaine qui fait se rencontrer différentes traditions, c'est la gastronomie. Saviez-vous que la cuisine japonaise se marie parfaitement avec les vins d'Alsace, et plus particulièrement le Riesling? Pour dynamiser ses ventes, le CIVA, le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace, a sollicité des chefs japonais pour un déjeuner, pas comme les autres. Leur mission, livrer leur interprétation du Riesling d'Alsace. Cela se déroulait à midi à la Maison de l'Alsace. Nora Bouriois nous en donne un aperçu. 10 000 km séparent les deux cultures et pourtant vin d'Alsace et cuisine japonaise font la paire. Pour donner un coup de projecteur à cette association pas forcément évidente, le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace a proposé à 2 chefs japonais de préparer un menu autour du Riesling. Quand j'ai commencé à goûter du vin, j'ai pensé directement de oignons et estragon. Je présente de huîtres pochées. Mais rofadi, donc c'est entrée froide, des huîtres pochées avec mousse d'oignon et citron. Donc ça c'est en entrée. Et les plats, on fait le poulet cuit entière et puis le farci, les corail de homard sur la peau, avec le chou pointu qui est en milieu de saison et estragon. 12 producteurs alsaciens ont été sélectionnés par les chefs ainsi que le CIVA pour faire découvrir ou redécouvrir ce cépage. Ce déjeuner fait aussi partie d'une stratégie de reconquête du consommateur. En 10 ans, les ventes des vins d'Alsace auraient baissé d'environ 8% selon le CIVA. C'est un vignoble qui a fait d'énormes progrès qualitatifs, un saut qualitatif on va dire ces dernières années, mais encore trop peu de gens le savent, trop peu d'Alsaciens même le savent, et encore trop peu d'Alsaciens je dirais sont fiers des vins d'Alsace. Donc l'idée c'est d'aller reconquérir nos terres natales alsaciennes, mais aussi aller là où le potentiel est, et notamment à Paris, qui est quand même la capitale mondiale du vin, là où le vin est le plus consommé dans le monde. La France reste numéro 2 des pays consommateurs de vin. Cette année, les vins alsaciens ont été largement primés lors du concours des grands vins blancs du monde. 6 prix sur les 10 leur ont été attribués, de quoi donner envie de les redécouvrir, mais toujours avec modération. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et puis on termine ce JT avec l'image du jour, Oliviane. L'Alsace est l'une des régions qui trie le plus ses déchets, mais pas toujours très bien. Alors la ville de Strasbourg va lancer en juin des soirées quiz du tri. Un exemple, vrai ou faux, les capsules de café en aluminium, c'est au tri. Vous hésitez pour la réponse? Alors, en solo, en duo ou en équipe, vous aurez l'occasion de réviser de manière ludique les consignes de tri, de découvrir les dernières nouveautés, mais aussi des astuces pour réduire vos déchets. Le but du jeu est de réduire à terme de moitié la poubelle bleue, un challenge de taille que vous devez relever tous ensemble. Et vous pourrez même gagner des carafes eau de Strasbourg. Voilà, c'est un beau JT. Merci beaucoup, Anna Britz. Bonne fin de semaine. On accueille le plateau du soir. Venez Vera avec votre invité Adrien Collot, fondateur de Nuit, et accompagné évidemment de notre nonne bouddhiste qu'on connaît, qu'on a reçu assez régulièrement, c'est Kankyo Tanier. Kankyo, on est ravis de vous accueillir. On va parler des 20 ans de ce monastère de Weiterswiller qui va être fêté ce week-end. On passe un petit coup de météo parce qu'il va faire très très chaud quand même. Ça va être en t-shirt là-bas, vous serez très zen. Regardez. Déconter, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve tout de suite pour votre point météo de ce jeudi 30 mai. On regarde tout de suite ce que nous réserve le temps. Et comme vous le voyez en matinée, ce sera à peu près le même temps que la veille. Toujours quelques passages nuageux prévus sur le nord du territoire alsacien ainsi que chez nos voisins allemands et suisses. Un grand soleil prévu si vous avez la chance d'être dans le Haut-Rhin avec des températures beaucoup plus douces que la veille également en cette matinée. Comptez 11 degrés du côté de Saverne ou encore de Wissembourg, 11 degrés également du côté d'Orbourvire ou de Colmar, 10 degrés ce sera pour l'Eurométropole Strasbourg et 9 degrés la
la minimale du territoire alsacien, ce sera pour Altkirch ou encore Baldersheim. L'après-midi, le soleil gagne du terrain. On aura notamment droit à un grand soleil du côté de Wissembourg ou encore de Karlsruhe, un grand soleil également si vous êtes dans le sud du Haut-Rhin, avec toujours quelques passages nuageux prévus dans le centre de l'Alsace et même un ciel beaucoup plus couvert du côté de Saverne. Des températures qui grimpent nettement en après-midi, comptez 20 degrés du côté de Wissembourg, 22 pour Strasbourg, 21 degrés pour Colmar ou encore 22 du côté de Mulhouse. On jette un petit coup d'œil sur votre météo de vendredi maintenant et regardez si vous avez la chance de faire le pont. C'est un grand soleil prévu pour cette journée de vendredi. Pas de nuages à l'horizon et des températures très clémentes, entre 22 et 23 degrés en Alsace, jusqu'à 24 degrés dans la région du Bade-Wurtemberg, 22 degrés si vous êtes dans le nord de la Suisse. Jeudi, nous serons donc le 30 mai et ce sera donc l'Ascension. Le soleil se lèvera à 5h33 pour se recoucher à 21h20. On gagne encore 2 minutes de soleil. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très vite sur Alsace 20. Salut! Décompter, le spécialiste régional du désamiantage, de la décontamination et de la déconstruction, vous a présenté la météo. Et Kankyo Tanier, notre invité, moine bouddhiste, non-bouddhiste, pas moine, ça commence bien. Vous allez fêter ce week-end le 20e anniversaire du monastère zen de Weiterswiller. D'abord, juste comme ça, qu'est-ce qu'on va y faire? Est-ce que c'est ouvert à tous, à tout public? Oui, ouvert au public, bien sûr, de 14h à 18h30. Et on va y faire des ateliers de méditation, des visites guidées thématiques, la possibilité de sonner la grosse cloche du monastère. On a une immense cloche japonaise et de faire un vœu. Et puis, il y aura des démonstrations, des ateliers de calligraphie et des cérémonies bouddhistes. Il faut être zen, il faut avoir quelques velléités vers le bouddhisme pour y aller, ou on peut y aller si on est très curieux? Non, très curieux. Vous pouvez venir avec les enfants, avec les animaux. C'est une journée vraiment grand public, familiale. Ouais. En 1982, vous avez été ordonnée nonne. Pas 82, non, là j'avais 82, j'avais 6 ans. Ah ouais, justement, elle était extrêmement jeune. C'était, non, c'est en quelle année? En 2003. En 2003. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous décidez de devenir nonne? C'était vraiment l'idée d'avoir trouvé ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire un quotidien qui est rythmé par la méditation, par un contact avec la nature, par cette question toujours qui est pour moi importante, c'est le sens de la vie. C'était un changement de vie pour vous à ce moment-là? Oui. J'étais étudiante avant, je faisais bien la fête et il y a eu un changement de vie assez net. Il fallait ça. Ouais. Et c'est quoi alors une journée type de nonne? Alors donc on se lève assez tôt le matin, vers 5-6 heures, et puis à 6h30 il y a la première méditation. On a une forme de méditation assise qu'on appelle zazen, une forme de méditation en marchant au rythme comme ça de la respiration. Et puis tout le reste de la journée va se continuer dans l'esprit d'être présent, c'est-à-dire de savoir exactement ce qu'on est en train de faire au moment où on le fait, d'entendre les sons, de sentir ce qu'on appelle le moment présent, vous voyez. Donc comme ça, on peut zen, oui, on peut vraiment s'intéresser plus au présent, ne pas forcément exactement regarder derrière soi, voir l'avenir. C'est carpe diem, c'est utiliser. Oui, il y a cet aspect du carpe diem et puis il y a cet aspect d'être connecté avec les choses, d'être vraiment centré, pour être là. Pour le dire autrement, en fait, souvent on vit dans notre tête. On a comme une machine à laver qui bouillonne en permanence dans la tête. Et l'idée de la pratique, c'est de revenir dans le corps et d'apaiser le mental. À une époque, vous étiez allé très loin. Vous viviez dans une cabane en bois, confort très rudimentaire. Ça, c'est fini? Oui, alors il y avait eu une petite exagération journalistique, je dois dire. J'avais en fait un lieu avec l'électricité et le chauffage. Et une fois dans un article, c'est devenu une sorte de cabane. Ouais, c'est ça. En fait, elle était sur The Island. C'est ça. Et en fait, du coup, les gens avaient rebondi là-dessus. Mais j'étais un peu à l'écart, en fait. Par contre, c'est vrai, au milieu pas loin de la forêt, dans la forêt, en fait. Et puis, j'avais besoin de ce temps-là pour écrire les livres. Et ça vous a fait du bien. Ouais. Société, elle n'est pas tellement zen, finalement. Notre société, elle devient de plus en plus violente. Qu'est-ce que le bouddhisme peut apporter aux gens qui pallieraient un petit peu à tout cela? Alors, il y a toutes les valeurs bouddhistes qui sont intéressantes, mais surtout, en amont de ça, il y a le travail sur nos émotions. En fait, on remarque que la violence qui arrive dans le monde, c'est toutes ces émotions dont on ne sait absolument pas quoi faire, parce que, bizarrement, à l'école, on apprend plein de disciplines, histoire géo, maths, français, et émotions, qui constituent, on va dire, 90% de notre vie.
il n'y a pas d'infos, on ne sait pas quoi en faire et souvent on est submergé par la colère, par l'impatience, par tout ça. Et donc en ce sens, le bouddhisme est une religion, une spiritualité très, très utile parce qu'elle va nous apprendre qu'est-ce qu'on fait avec ça. Religion, philosophie? Moi, je dirais, j'aime bien le mot spiritualité. Ouais. Je trouve ça joli, je trouve que ça ouvre... parce que religion, on a cette idée de quelque chose de très dogmatique, avec des règles, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a attirée dans le message bouddhiste, parce qu'étudiante, j'étais assez révolutionnaire comme ça, et il y avait écrit, le Bouddha a dit, ne me croyez pas sur parole, expérimentez par vous-même et soyez votre propre lampe. Ah, j'ai dit, ok, ça c'est pour moi. Et l'amour dans tout ça, parce que vous avez eu une vie antérieure, oui. Comment ça se gère? On peut se marier, avoir des enfants, ça ressemble, en fait, moine et nonne, ça ressemble un petit peu au pasteur qu'on connaît bien en Alsace, donc ça se passe bien. Enfin, pas toujours, mais on, mais ça se passe. On peut vivre l'amour et on peut vivre cette spiritualité. Oui, voilà. Un petit mot sur la retraite méditation que vous organisez à partir du 1er juillet. Qu'est-ce qu'on fait pendant 3-4 jours dans une retraite sur le silence, sur la méditation? Oui, on a une retraite thématique en effet du 1er au 5 juillet. Et celle-ci est particulière parce qu'elle est mélangée avec la pratique d'un art. Donc on peut apprendre soit le Qigong, vous savez, cette gymnastique chinoise, on peut apprendre la calligraphie, on peut apprendre la céramique traditionnelle ou encore le shiatsu, c'est des massages avec acupression. Et l'idée, voilà, c'est de mélanger la pratique de la méditation qui est très statique avec autre chose où le corps peut s'exprimer davantage. Ça, c'est du 1er au 5. Voilà, 1er au 5. Ouais. C'est un petit peu zen, voilà. C'est à l'image, évidemment, de ce monastère zen que vous allez pouvoir visiter. Ça se passera ce dimanche 2 juin, 14h, 18h30. Voilà. Vous serez sur place comme qui? Ah oui, je serai sur place. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Un peu de silence. C'est bon, c'est bon le silence aussi. C'est pas mal, oui, oui. Eh ben, c'est pas avec Vera. Vera, c'est à suivre avec son invité. C'est toujours bien, ça partira bien et c'est juste après cette petite pause. Et tous les mercredis sur Alsace 20, le Vera Lifestyle. Bonsoir à tous. Alors vous l'avez vu, la météo annonce enfin du beau temps. Ça y est, le soleil est de retour. Eh bien, c'est l'occasion de mettre de la crème solaire et pas n'importe laquelle. Avec nous ce soir, Adrien qui vient de lancer New. Et alors c'est une crème qui est à la fois bonne pour la santé et pour l'environnement. Lionel tient justement voilà, un des produits. Et la question tout d'abord, c'est de savoir comment est-ce que tu t'es lancé dans ce projet, pourquoi? Alors c'est tout bête, mais à l'époque avec des amis plongeurs, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de Ah oui, parce que tu fais de l'apnée. C'est ça, je suis apnéiste à la base, ouais. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de produit qui correspondait à ce qu'on cherchait. On voulait un produit qui soit à la fois sain et aussi avec une démarche un peu engagée. Et donc on avait lancé un peu cette idée-là. Et j'ai continué avec un autre ami jusqu'ici pour créer New. Donc oui, c'est venu un peu d'une passion pour la mer, avec l'envie de se créer un métier aussi qui reprenne des valeurs un peu fortes. Alors vous dites que c'est une crème qui respecte la planète, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait de plus ou plutôt de moins par rapport à l'environnement? De moins surtout parce qu'on a pu réduire la composition au minimum et ça reste encore pas mal d'ingrédients parce que pour une crème solaire c'est quand même assez technique, mais on a pu réduire ça au minimum, faire une composition entièrement végétale et végane et mettre des filtres minéraux qui sont actuellement les filtres les moins toxiques qu'on peut utiliser. Alors c'est meilleur pour la planète, mais alors du coup aussi pour la santé, est-ce que c'est lié à la composition? Comment ça fonctionne? C'est aussi lié à la composition parce que les crèmes solaires classiques fonctionnent avec des filtres chimiques qui pénètrent l'épiderme et qui détruisent les UV par réchauffement. Nous, on utilise du coup des filtres minéraux, du zinc et du titane, sans nanoparticules pour pas qu'ils pénètrent justement la peau et qui restent en surface et reflètent simplement les UV. Donc, et c'est efficace, c'est une protection qui fonctionne. Ouais. Mais alors, on est en 2019, moi ce qui m'étonne, c'est qu'on n'y ait pensé que maintenant, c'est incroyable. Nous aussi en fait, ah non mais il faut se le dire. Ça nous a surpris que personne l'ait fait avant nous et surtout que pour New, on a une démarche très engagée à côté de la start-up. On finance des actions environnementales, on fédère un peu beaucoup d'acteurs qui agissent pour la planète
Et on s'est dit que c'était un peu surprenant que personne ait fait ça avant nous, en tout cas. Alors je vois indice 30 sur celui-ci. Ouais. On préconise souvent indice 50, même pour des enfants. Moi, je mets de l'indice 50, par exemple. Ça, c'est le maxi ou vous avez plus? En fait, on a commencé par une indice 30 parce que c'est le maximum qu'on peut atteindre avec des filtres minéraux. Et donc, on est en train de finir le développement d'une SPF 50 qui va arriver. À savoir qu'on apprend beaucoup aux gens que le SPF, c'est pas un indice de protection, c'est un temps de protection. Exactement. Le coup de soleil arrivera un peu plus tard. C'est ça. Et du coup, la 50 va pas tarder à arriver. Et pour lancer votre projet, alors vous aviez fait une cagnotte sur Ulule, vous aviez un objectif de 3 000 € et je crois que ça a été plus que dépassé. Vous en êtes à combien là? On est à 27 000, on a fini à 27 600 €, donc on est très très fiers de la cagnotte qu'on a pu collecter, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans notre développement. Actuellement, on est encore sur des tubes plastiques, parce qu'au début, on fonctionnait en fonds propres et on n'a pas pu tout de suite développer ce qu'il fallait. Et là, on va passer sur des tubes en matière végétale biodégradable, par exemple. On a développé notre propre technologie de conservateur naturel. On a plein de choses comme ça qu'on a pu mettre en place pour améliorer le produit en continu. C'est un peu ça qu'on veut faire. C'est-à-dire que ça a vraiment touché les gens. Et qu'est-ce que vous allez faire avec cette belle somme? Alors, il y a plein de choses. Donc voilà, déjà, ces technologies-là qu'on va mettre en place et beaucoup d'actions environnementales. On a commencé à financer un récif de corail en Indonésie. On va sûrement en faire un en Grèce. On va faire beaucoup de nettoyage de plage, de sensibilisation, de choses comme ça. Donc, le but, c'est aussi d'engager les gens dans une démarche vraiment poussée au niveau environnemental et santé. Voilà, en tout cas, pour consommer mieux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez le lien du site et des pages qui s'affichent en dessous. Allez voir et précommandez votre crème. Vraiment, pour l'été, ça sera top. Voilà, ça, tu pourras te mettre sur le ventre. Tout à fait. Ça fera du bien. Autre actualité, Vera. Alors Lionel, c'est le retour de la Beauty Party qui est organisée par Mademoiselle Sof. Alors il y a une date à retenir, vous allez le voir, c'est le 15 juin de 10h à 18h au Sofitel Strasbourg. Le principe, c'est simple, il y a 10 participants qui vont mettre en avant les dernières technologies dans le domaine de la beauté et du bien-être. Au programme des démonstrations en live, des animations gratuites et une multitude de prestations à prix tout doux. Mention spéciale pour le choix des enseignes qui sont exclusivement locales. Alors moi je vous donne rendez-vous sur la page de l'événement pour vous inscrire. Elle s'affiche en bas et allez voir, c'est vraiment génial. Et vous avez évidemment pour finir un petit coup de cœur, même un grand coup de cœur. Oui, c'est un grand coup de cœur et on reste dans des produits qui sont responsables. Il s'agit donc de la marque Naturez-vous qui est en train d'être lancée par une jeune et audacieuse strasbourgeoise qui s'appelle Samantha. Et donc, c'est des produits qui sont fabriqués en France, non testés sur les animaux, sans substances chimiques et le packaging est aussi recyclable. Elle propose également des accessoires éco-friendly à base de tissus récupérés comme des tote bags, des trousses, des lingettes démaquillantes, c'est ce que vous voyez en photo. Et vous pouvez toujours soutenir ce projet, il reste quelques jours pour participer à la campagne et vous avez le lien qui s'affiche en dessous. Voilà évidemment toutes ces informations à retrouver sur le veralifestyle.com. Merci Vera, je vais vous libérer dans quelques petites secondes. Kankyo, on va rappeler que si on va sur le site du monastère de Weiterswiller, on a toutes les infos qui s'affichent. Et vous attendez beaucoup de monde? Oui, on attend beaucoup de monde. C'est des très beaux jardins, les gens le savent et je pense qu'il y aura foule. En tout cas, même l'affiche, elle est zen et moi, ça m'apaise. Voilà. Merci beaucoup, Adrien. Bonne route à ce produit New, très efficace et propre pour notre société. Dans un petit instant, je vais retrouver deux invités pour le magazine En route pour le contournement ouest de Strasbourg. On va parler des déviations, on va parler de la signalisation qu'on met actuellement en place. C'est juste après Delphine Despizer. Salut Pénanter et bienvenue à Mutsik. Aujourd'hui c'est une émission un peu particulière car nous allons jouer ensemble. Vous allez rentrer dans le monde fantastique des jeux de rôle, c'est bien ça, et tout ça sera orchestré par Lionel, ici présent, qui va s'appeler le maître du jeu ou Dieu. Hein, c'est comme ça qu'on peut appeler les... Appelez-moi Dieu, ça me fait plaisir. Alors, dis-moi Lionel, qu'est-ce qu'on va faire exactement ? Vous allez rentrer dans une partie de jeu de rôle sur un jeu que j'ai moi-même écrit. D'accord. Et donc vous allez découvrir un univers médiéval fantastique avec plein de petites créatures et des grosses créatures. Quel est le but de ces jeux ? Quand on a envie de jouer, qu'est-ce qu'on recherche ? Simplement, c'est une immersion dans un monde imaginaire avec un scénario qui a été préétabli par le maître du jeu. Ok. Lorsqu'on rentre chez soi, c'est simplement s'évader toute sa journée. Sauf que là, ce ne sera pas une partie d'1 heure, ce sera une partie de plusieurs heures. Là, sans jeu vidéo, sans manette, sans télé, on arrive vraiment à rentrer juste avec une feuille et puis un bon narrateur ? Bien sûr qu'on y arrive, parce que tout se passe au final dans la tête.
Et ce qui est bien, c'est que c'est un jeu qu'on pratique à plusieurs. Alors justement, Eric, toi, qu'est-ce qui te plaît dans ces jeux-là? Ce qui me plaît vraiment, c'est aussi le côté évasion, justement, le côté où on incarne vraiment un personnage dans le rôle qui nous ressemble et en même temps, on vit l'aventure à fond. Au milieu, ce que vous voyez, le carré avec une croix, en fait, c'est une espèce d'immense tour de 100 mètres d'eau. Et tout en haut de la tour, comme ça, il y a un espèce de speaker. À la Hunger Games. Voilà, ouais, en fait, il y a un mec qui se tient tout en haut, comme ça, et qui fait Bienvenue au tournoi de la Reine de Luxor! Vous êtes dans la première partie du combat par équipe. Vous êtes 20 équipes de 5. À la fin, il n'en restera plus que 4. Donc là, vous entendez la mêlée qui commence hein, autour de vous. Donc à gauche, de là où vous êtes, vous avez une équipe composée de plusieurs races. Donc vous voyez, il y a un barbare. Il se tient comme ça parce qu'il a une immense lance entre les bras, comme ça, tu vois. Et il fait comme ça. Et il regarde Kaltoum. Alors, est-ce que mon grand frère te plaît? Dans quel cas on peut arranger quelque chose? Ils sont trop lents pour que vous puissiez parler, mais tu vois... Est-ce que mon grand frère te plaît? Dans quel cas on peut arranger quelque chose? Donc tu le cries, ça? Ah bah ouais. Dans ce cas-là, en fait, quand tu cries comme ça, tu vois que les gars de son équipe t'entendent et se retournent, et lui, par contre, il continue de faire ça. Mais il te regarde même pas, il continue de le regarder lui. Ok. Est-ce que ce serait pas notre cousin Daniel, ça? Tu veux qu'on combatte ensemble? Au mieux, pourquoi pas? Tu m'aides, on arrive à 4 finalistes et on règle ça à la finale. Alors ça, c'est une bonne idée. Bah écoute, fais un jet de charisme et parole. On va voir si... 9. Et il te regarde, il fait... Je te propose de faire un combat de force. Si tu me bats, je me rallierai à toi. De toute façon, lui... C'est la belle. Ah, bon là, tu devrais le battre. 6. 6 aussi? Bah ouais. Bon bah tu l'as battu. Donc là vous voyez, ils mettent un premier coup, puis un deuxième coup, et le deuxième coup, bim, tu l'éjectes un petit peu, et là tu vois qu'il est super surpris. Il reprend sa position comme ça, il dit « Très bien Kaltoum, je me rejoins à toi ». Tu fais les voix, Enfin, on est vraiment transporté en fait. Si quelqu'un fait le MJ, c'est je pense au moins être au maximum dans le jeu et essayer de rendre l'univers le plus crédible possible. Alors Eric, des parties comme ça peut durer jusqu'à 6 heures. Eh, moi j'ai déjà fait 20 heures. Hein. 20 heures? Mais oui. Et moi j'ai déjà fait 2 nuits blanches. 2 nuits blanches en jouant comme ça? Oui. Mais alors, vous êtes exténué après, Ah, effectivement, après on dort pendant 2 jours. Ah ouais? Mais il n'y a pas de fin à des histoires comme ça? Le but c'est vraiment d'incarner son personnage et le mieux c'est aussi de le transférer après dans le réel. Et la mise en situation réelle est possible grâce à l'escrime ludique et ça nous allons le voir dans le prochain épisode. Et nous on se dit mort aux squelettes et à bientôt. Ting. Bienvenue dans le magazine En route pour le COS. Chaque mois, on vous fait part de l'évolution de ce chantier avec nos experts. Aujourd'hui, on va parler de choses qui vont évidemment vous intéresser car elles nous concernent. Ce sont les déviations qu'il y a actuellement pour les travaux. Sophie Galb est avec nous. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est ravis Bonjour. de vous accueillir. Bonjour, Stéphane Janviello, ça va bien? Oui, bonjour, merci. Vous êtes le directeur des opérations Socos. Alors, vous avez un pédigré comme ça, on peut le dire. Vous travaillez depuis 2012, vous avez piloté les 35 fouilles archéologiques, les déviations de l'éoduc, de gaz, de fibre optique, la mise en place des mesures compensatoires, les arbres et les mares. Vous arrivez à souffler un peu? Oui, on arrive à souffler. Le travail est intéressant, c'est ce qui nous motive. C'est quoi vos missions actuellement? Mes missions actuellement, en plus de celles que vous avez citées, c'est de démarrer des travaux un petit peu particuliers comme les bâtiments d'exploitation ou comme les barrières de péage. Et puis le gros morceau, c'est bien les mesures de compensation, mais surtout ce sont la fin des concertations
ou la continuation des concertations avec les différentes parties prenantes. Alors avec nous, Sophie Gall, je le disais, vous êtes chef du département technique au service des voies publiques à l'Eurométropole. On va parler de ces routes aujourd'hui qu'on est obligé de couper. Il faut bien que les travaux se fassent. Comment ça se décide, le choix de couper une route, de créer une déviation? Comment ça se décide? On prend en compte deux grands critères. C'est la nature de l'ouvrage, l'emprise du chantier, c'est-à-dire on va analyser si on est en remblai, en déblai, les difficultés techniques de se raccorder sur la voie existante. Et on va prendre en compte le deuxième critère, c'est les voies interceptées. Si on est sur une route à fort trafic, en fonction de la circulation, en fonction des obligations et du maintien effectivement de la circulation. C'est un casse-tête un peu de temps en temps? Oui. Parfois. Ça, je peux dire Justement, aussi. alors ce que je vais vous proposer, c'est ce reportage qu'on vous a suivi, la création du COS, évidemment, ce que vous disiez Sophie Gall, ça doit s'adapter au réseau routier actuel. Il y aura près de 20 endroits où des ponts seront créés pour franchir l'autoroute, ça va être notre quotidien. Ces travaux, évidemment, nécessitent de couper certaines routes et d'aménager des déviations. On y était, explication Mathieu Chanvillard. La future autoroute passera ici, entre Osthoffen et Braunschweig-Ersheim. La départementale actuelle la franchira grâce à un pont. Pour le bâtir, il faut donc fermer la route existante et en construire une qui contourne le chantier. Un dispositif provisoire, décliné à l'identique à d'autres endroits. La technique de mettre en place des déviations provisoires, il y aura à peu près 6 opérations, dont 5 qui sont déjà réalisées actuellement. Il restera encore une déviation provisoire à mettre en service d'ici la fin de l'année. La contrainte, c'est évidemment de couper les tronçons le moins longtemps possible. Et si ces travaux sont relativement rapides, un soin particulier est apporté au marquage et à la signalisation, car les déviations sont trop souvent théâtre d'accidents. Il faut être particulièrement vigilant, à être attentif et à laisser de côté nos habitudes parce que généralement c'est source à l'ouverture des déviations de route. C'est là où il y a souvent des accidents, c'est très accidentogène parce qu'on change les habitudes des usagers. Cette déviation a été achevée en 6 semaines. La construction du pont et de la voie définitive devrait durer près d'1 an. Alors évidemment, toutes les déviations ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, je parle à des spécialistes. On va prendre, Sophie Gall, cette première infographie. Vous allez la commenter. Ça, c'est une route qui finalement ne va pas changer. Alors regardez à quoi ça ressemble. Sauf qu'il faut bien que le contournement ouest passe à un moment donné. Alors, une fois que ça passera, comment vous allez procéder? Voilà, tout à fait. On est sur une voie bidirectionnelle. Un chantier arrive avec notamment la création d'un ouvrage. Pour créer cet ouvrage, il va falloir laisser l'emprise libre pour le chantier et mettre en place une déviation pour maintenir la circulation des automobilistes. Mais on voit qu'il y a déjà le pont qui est déjà en train d'être fabriqué. C'est ça, tout à fait, parce qu'on a mis en place une déviation juste à proximité de l'ouvrage pour permettre à l'entreprise de monter le pont et de réaliser ses travaux, tout en maintenant en parallèle la circulation des usagers. Et une fois terminé, regardez ce que ça donnera. Voilà. Et voilà, on remettra la route comme elle était avant. C'est ça, tout à fait. Pas tout à fait comme elle était avant, vu qu'elle traversera une future autoroute, mais au même endroit. Voilà. Stéphane Janvieno, vous allez commenter une deuxième infographie, beaucoup de déviations très différentes, beaucoup de créations d'ouvrages d'art. Alors regardez, celle-ci, qu'est-ce qu'elle vous évoque? Bon, celle-ci, elle m'évoque une route existante qui présente une courbe. Ouais. Et on va certainement, dans ce cas-là, profiter de ce cas de figure pour essayer de limiter encore plus la gêne, de construire l'ouvrage à son endroit définitif. On décide de refaire cette route droite. On la fait droite. Et ça signifie que l'usager, pendant tout le temps de la construction, il ne va pas avoir ses habitudes perturbées. Ouais. Peut-être le visuel du chantier qui va le la route perturber, mais la route tourne lui. toujours, il n'y a pas de différence pour lui. Et à contrario, une fois que l'ouvrage sera terminé et correctement réceptionné, on réalisera la remise en circulation sur l'ouvrage neuf. Ça veut dire que là, l'usager n'aura eu finalement qu'une phase de modification de ses habitudes, ce qui est assez confortable. Pour une déviation de ce type-là qu'on vient de voir, ça prend combien de temps? En fait, si le terrain, si la topologie des lieux s'y prête, ça peut être très très rapide. Malheureusement, dans les cas vallonnés qu'on connaît, il faut bien imaginer un chantier long de plusieurs semaines, mais en perturbation pour l'usager, on va devoir, alors dans le cas de figure qu'on voit là, on va devoir couper la route entre 1 et 3 semaines, le temps de faire le raccordement. C'est finalement assez rapide.
Je crois que c'est assez rapide, mais bon. Alors un autre cas de figure, celui-là il est un petit peu plus complexe, c'est Vendenheim, la création d'une section couverte. Donc là pour l'instant on va dire qu'il ne se passe rien, il y a juste 2 routes. Je vous laisse commenter Stéphane Janvieno, ça fait partie des 3 ouvrages exceptionnels du COS, ça va être enterré. Donc là les travaux arrivent sur la droite de l'écran, c'est ce qu'on peut dire? Oui, donc il s'agit d'une tranchée couverte, c'est-à-dire que c'est un ouvrage enterré finalement, un gros passage inférieur très très long, ici un peu moins de 300 mètres. On va le réaliser sans impacter la voirie, on va réaliser notre terrassement, on va commencer à poser les pièces préfabriquées, toujours pareil, dans un souci d'aller le plus rapidement possible. On voit de l'autre côté, on fait la même chose. De l'autre côté, on fait la même chose, et on voit surtout qu'on a reconstitué une partie de l'ouvrage terminé en termes de terrassement, pour préfigurer la déviation provisoire qu'on va pouvoir mettre en place. C'est ce qu'on va voir la slide d'après. Okay. C'est-à-dire que là, on fait la déviation, au-dessus de ce qu'on a de réalisé, okay. Donc tant en terrassement qu'en ouvrage d'art et puis qu'en remblaiement. Et on va pouvoir terminer le chantier jusqu'à reconstituer la totalité de la couverture de terre au-dessus de la tranchée couverte. Et enfin, remettre la circulation là où elle était initialement. Voilà, et donc ça passe en dessous, c'est propre, tout est enterré, on ne voit rien. Tout à fait. Ça, c'est un gros boulot, c'est plusieurs mois? Ça, c'était plusieurs mois de travaux, qui étaient rendus nécessaires et par le projet, et toujours pareil, par la nécessité d'impacter le moins possible l'usager. Comment ça se passe la prise de décision, Sophie Gall? Vous rencontrez Vinci, Socos, le préfet? Bien sûr, dans un chantier d'une telle ampleur, il faut différents intervenants et plusieurs réunions, que ça aille de réunions de travail, de réunions de coordination à des réunions d'information. L'objectif étant effectivement de pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise, tout en maintenant nos missions de service public, c'est-à-dire l'écoulement du trafic, où on y associe des services de déplacement, la CTS, la compagnie de transport strasbourgeoise, compagnie de transport du Bas-Rhin, qui relève de la région, maintien aussi de la sécurité des usagers, donc c'est de la validation de plans de signalisation, de coupes, de profils, de structures de chaussée, avec effectivement aussi le maintien de tous nos travaux. Les travaux d'aménagement ou les travaux effectivement d'entretien, les travaux de réseau. C'est pas parce qu'on a un chantier d'une telle ampleur et une autoroute qui arrive que le reste des chantiers ne peut pas et ne doit pas s'arrêter. Ouais, c'est ça. Donc on se coordonne et on trouve des solutions en bonne intelligence qu'on fait ensuite valider par les maires. S'ensuit après toute une procédure d'information. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde autour de la table aussi. C'est ça, beaucoup de monde, mais ça se négocie intelligemment et l'information et la communication est indispensable. Des flyers d'information sont distribués aux riverains, Des grands panneaux d'information sont mis en place pour les usagers. Attention, ça sera coupé. Voilà, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, les sites internet, les réseaux effectivement des différentes collectivités. En tant que gestionnaire et aménageur du territoire, que ce soit l'Eurométropole de Strasbourg, tout comme le Conseil départemental du Bas-Rhin ou la Direction interdépartementale de l'Est, on est des acteurs effectivement, je pense, indispensables. Alors vous avez cité tout à l'heure la signalisation, c'est vrai qu'on n'y pense pas de se dire effectivement, c'est une déviation, c'est autant de panneaux pour avertir les gens. Vous êtes peut-être passé sur la 352, entre Molsheim et Strasbourg, la largeur des voies de circulation a été réduite évidemment pour pouvoir permettre et laisser un petit peu de place aux chantiers. C'est préparer des zones de travaux, on circule actuellement, on sécurise, alors on a suivi la société alsacienne qui s'occupe de ce panneautage, c'est la CERT, reportage de Mathieu Chanvillard. Ils sont une quinzaine, ils opèrent surtout la nuit. Leur mission, transformer une autoroute classique en zone de chantier, recouvrir le marquage blanc, poser le provisoire en jaune et installer tous les panneaux. Une opération qui a nécessité la fermeture de l'autoroute pendant 3 nuits. L'opération consiste à réduire la voie lente et la voie rapide de façon à dégager le plus d'espace possible pour la construction d'ouvrages d'art, la création de voies d'insertion pour le GCO. Donc tout ça pour que le chantier puisse se faire et qu'on soit en sécurité, les usagers comme les gens du chantier, quoi. Pendant 1 an et demi, il y aura donc le trafic des véhicules d'un côté et le chantier de l'autre. Entre les deux, ces blocs de béton. Et pour créer ce cordon de sécurité, il faut placer ces blocs les uns après les autres, au centimètre près sur plusieurs kilomètres. L'entreprise a même dû en acheter de nouveaux pour ce chantier hors norme. On peut mettre que 12 blocs sur le camion, ça fait 48 mètres. Donc cette nuit, on a à peu près 1000 mètres de blocs à mettre en place.
On a une rotation avec 3 camions. Bon, ça fait 5-6 rotations dans la nuit par camion pour gagner le chantier, quoi. En 3 nuits, la section travaux a ainsi été délimitée, signalée et sécurisée. Les travaux proprement dites de construction des ponts et des bretelles de la nouvelle autoroute vont ainsi pouvoir commencer. Ils sont prévus pour durer 16 mois. Voilà, Stéphane Janvieno, je vous ai vu faire... On avance de 50 mètres en 50 mètres. Hein. Oui, c'est vraiment un travail précis. Ouais. L'été arrive, c'est la période pour vous idéale pour booster, pour avancer, pour travailler? On va effectivement essayer d'engager tous nos moyens, humains et matériels, afin, pour profiter de cette période finalement d'été. Et il y a moins d'usagers sur la route pour faire le maximum d'ouvrages. Voilà, et ça dérange effectivement en même temps le moins de monde possible. Oui. Sophie Gall, pour clore ça, la suite pour vous, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire avec l'Eurométropole? Des travaux à venir, effectivement. Au-delà du contournement ouest, on a aussi une rocade sud qui se dessine actuellement. Vous êtes sur tous les fronts. Et puis, on a des travaux, on a une extension de tram à Königshofen qui est en train d'avancer aussi. On a des renouvellements de renforcement de chaussée, des lourds à Bischheim, Oberhausbergen. On a la reconstruction d'un ouvrage à Egversheim sur la rue de Heurt, où on se coordonne d'ailleurs en matière de restriction de circulation avec le COS. Donc oui, des gros travaux, à venir. Oui, on trouve l'été, toujours. On a bien compris. Hein. Oui. Voilà, vous avez imaginé ce chantier énorme, 24 km, on va se retrouver dans un mois. Mais si vous avez des questions à nous poser, il y a cet email qui s'affiche à l'écran. Merci en tout cas à vous, Stéphane Jean, Sophie, d'avoir participé à une meilleure compréhension de ce COS. Et pour le COS, eh bien, on se retrouve d'ici un mois. Salut.